Je remercie vivement Francisco Arauta pour cet exposé si riche qui nous offre plusieurs perspectives de lecture de ce tableau qui pourrait être, au moins si nous prenons la deuxième des hypothèses de lecture qu'il nous a proposées, presque un emblème du Collège de France. Ici, la recherche qui est en train de se faire, là, la peinture qui est en train de se faire, si nous admettons éventuellement que le tableau que nous ne voyons pas serait, puisque les mesures sont les mêmes, le tableau même qui nous est présenté et qui est en train de se faire. Donc, je proposerai, si vous acceptez cette lecture à notre administrateur, qu'on fasse du tableau de Velázquez la représentation de la recherche ou de la peinture qui est en train de se faire. Mais plus sérieusement, nous avons là, je me permets d'évoquer les traces des thèmes que nous avons évoqués jusqu'à présent dans le cours et dans les séminaires. Nous avons quelques points qui confirment ce que nous avons évoqué avec les grands auteurs que nous avons lus jusqu'à présent. Tout d'abord, le fait de cette autonomie, conscience de l'autonomie des arts qui est en train de se faire. Nous avons lu hier soir le texte admirable de Alejo Carpentier à propos du Quichotte, où il dit Cervantes porte désormais l'imagination à l'intérieur du personnage. Et c'est donc une espèce de naissance de l'autonomie du personnage qui n'est plus tirée ici ou là par les mots de l'auteur, mais il se forme et il assure sa propre suite et son héritage. Deuxièmement, les éléments que Francisco nous a proposés portent évidemment sur l'autoportrait du peintre, le peintre conscient, même à la fin mélancolique. Et là aussi, je voudrais souligner un détail. Est-ce que tu peux revenir à l'autoportrait de Velázquez? C'était... Je donnais une coupe, je ne sais pas. Une fois. À la fin, c'était à la fin. À la fin, l'autoportrait. Oui, mais je ne contrôle pas. Est-ce que vous contrôlez ça? En tout cas, si on viendra. Voilà, le 16. Vous vous laissez la main. Ou même, voilà, on peut très bien voir comme ça. Le regard du peintre, mais si on avait l'ensemble, on le verrait mieux. Si vous regardez bien, le regard du peintre ne s'adresse pas à sa palette, donc ne s'adresse pas au geste qu'il est en train de faire, à l'acte de la peinture, mais il s'adresse, me semble-t-il, si j'ai bien vu, à un espace intermédiaire entre l'acte, la res qui est en train de préparer et l'espace propre du roi. Il y a cette espèce d'entre-deux, entre la chose et celui qui a commandé la chose. Et c'est comme si le peintre disait « moi je suis le créateur de l'espace ». Et c'était... mais dommage qu'on n'a pas... Quel vote? Mais on peut partir de là, c'est l'autoportrait est complet comme ça. On le cherche. Tu as ouais, dépassé. C'est après. Cet élément est important, me semble-t-il, si j'ai bien lu ce tableau avec toi. Voilà, si vous regardez, me semble-t-il, le peintre ne regarde pas son objet, sa palette. Il regarde, le regard va un peu plus loin, pas directement sur le spectateur, pas directement sur le roi, dans cet espace intermédiaire, comme s'il y avait la conscience même que c'est lui qui crée l'espace. Donc, c'est une hypothèse que je soumets à Francisco Arauta. Et puis surtout, ce qui est spécifique, c'est pourquoi je me suis permis d'insister beaucoup, je le ferai encore,
sur le licenciado Vedriera, le chevalier, le licencié de Vers, Francisco Arrauta a évoqué à la fin, bien évidemment, le modèle, c'est-à-dire le mariage Arnolfini, célèbre, qui était à l'époque en Espagne, à Madrid. Eh bien, ce mariage Arnolfini, qui est un peu le modèle de l'image des deux, insiste, donc du roi et de la reine, insiste sur un point que Francisco a très bien souligné, à savoir la réalité de l'apparence. Pour voir le roi réellement, nous avons besoin de son image. Et tu l'as très bien souligné, c'est un élément qui vraiment se déploie au XVIIe siècle. Nous avons besoin d'une représentation. C'est ce que Galilée fait, du reste, comme il était membre de l'Académie del Cimento, pour pouvoir démontrer ces théorèmes concernant la Lune. Il faut qu'il y ait une représentation, autrement nous n'arrivons pas à comprendre ces mystères qu'on regarde de loin, la nuit, etc. Afin que les choses restent, il faut qu'il y ait une représentation. Et c'est ce que Michel Foucault nous dit au commencement des mots et des choses que tu as lues. Alors, cet élément, le verre, donc, n'est pas seulement un reflet, n'est pas seulement la transparence, mais à partir de Cervantes, avec ce magnifique apologue du licencié de Vers, et nous le verrons encore dans les textes italiens de Don Juan que nous lirons la semaine prochaine, cet élément nouveau s'affirme et se présente et s'impose à la culture du XVIIe siècle, le verre, le miroir, non seulement, je le répète, comme transparence, mais aussi comme nécessité de la représentation. Et je souligne vraiment la grande importance de cette phrase finale que tu as évoquée, la vérité de l'apparence et la vérité de la représentation. Et puis un détail vraiment, après j'ouvre la discussion bien évidemment, le détail qui concerne cette petite dame italienne, donc la représentation des nains à l'époque baroque. Tout peut être pris dans le tableau et aussi dans la littérature, assumé et représenté par les arts, parce que les arts sont des médecins qui savent, comment dirais-je, pallier au moins aux défauts de la nature. L'art est le médecin de la nature. L'art, et c'est pourquoi déjà chez Marino, et puis de plus en plus dans la peinture, même ce qui est laid, ce qui est mauvais, ce qui est imparfait, on le dirait mieux avec le vocabulaire du XVIIe, ce qui est imparfait, ce que la nature n'a pas réussi, l'art peut réussir à le transformer et à en faire une espèce de rachat moral. Il y a une espèce d'éthique. Donc on peut avoir la bella brutta, la bella, on verra cette tradition même dans l'anthologie de la poésie baroque française de Jean Rousset. Tout ce qui est imparfait est repris par les arts et dont les arts deviennent plus fortes que la nature. Ce n'est pas seulement la monarchie espagnole qui est en crise au moment du tableau de Velázquez, c'est aussi le concept de nature. La natura naturans de Montaigne est en train de disparaître. Quand Montaigne nous dit « mais mon valet sait faire l'amour, mais donnez-lui Equicola » et Léon Hébreu, c'est-à-dire les théoriciens de l'amour à la Renaissance, il ne comprendra rien. Il comprend la nature et il l'applique, mais il ne comprend pas la théorie sur la nature. Eh bien, cette nature omniprésente chez Montaigne, chez Rabelais, chez Le Tasse, etc., est en train d'être maîtrisée, subjuguée par l'humain, et petit à petit, elle devient plus petite, plus modeste, mesurable. Elle prépare moins de monstres et de prodiges, pour le dire avec Balthazaitis, et c'est l'homme avec ses mesures, avec ses arts, avec ses sciences,
qui s'impose au XVIIe siècle. Là, nous avons, je dirais, presque un manifeste. Un manifeste, c'est la grande, vraiment l'immense nouveauté de ce tableau, encore que, justement, le jeu pluriprospectique nous empêche de savoir qui est vraiment le protagoniste. Francisco Rauta l'a dit admirablement. Est-ce que c'est la petite fille? Est-ce que c'est les rois dans le fond? Est-ce que c'est le proviseur ou administrateur de la maison qui est encore plus dans le fond? Est-ce que c'est le peintre? Est-ce que c'est les rois qui doivent être, pour être plus puissants, cachés? Deus vere absconditus, il y a ça aussi. Seul celui qui est vraiment puissant est caché. Deus vere absconditus, c'est Pascal qui le dit, dans les mêmes années, exactement les mêmes années. Donc on pourrait aussi avoir une espèce de, comment dirais-je, de théologie du pouvoir qui, à cette époque, ne se manifeste plus comme une présence, mais comme une force cachée. Hein. L'araignée au centre de la toile qui fait juste un petit geste et toute la toile, ça c'est un élément qui reviendra jusqu'à Montesquieu. Alors, le pouvoir, plus c'est fort, plus c'est caché. Là aussi, on aurait éventuellement une lecture différente. Voyez comment ce tableau se prête, et c'est pourquoi la bibliographie, à partir de Justi jusqu'à Alpers, Foucault, etc., est si riche. Nous avons vraiment un élément fondateur de toute la modernité. Mais je remercie surtout Francisco Rauta par l'extrême honnêteté de sa présentation. Il a fait vraiment une lecture classique, comme il faut faire dans chaque cours. Tout le tableau a été présenté dans chaque détail. Tous les personnages ont eu un nom et un visage. Tous les problèmes ont été évoqués dans cette merveilleuse bibliographie et toutes les solutions restent ouvertes. Donc, ce qui est important, c'est justement les questions que vous allez maintenant poser à notre conférencier. Donc, je vous donne la parole et je remercie encore une fois très, très, très vivement Francisco pour son exposé. Voilà, il y a en salle des spécialistes, il y a des fidèles de Velázquez, fidèles du baroque. Moi, c'est un mot que je continue à prononcer avec un très grand plaisir. Vous avez vu comment j'abonde dans cette prononciation. Francisco aussi l'a fait, parce que ce n'est pas une époque de laquelle il faut mettre des parenthèses et des parenthèses. Tout au contraire, c'est l'éclosion même de la modernité. Alors, en attendant des questions, je me permets de demander à Francis, au nom de notre amitié, s'il a des remarques à faire au propos que je me suis permis d'évoquer. Oui, d'abord, bon, merci pour tes commentaires. Je crois qu'il y a 3 questions qu'on pourrait reprendre pour construire, bien sûr, le fil de l'argumentation que j'ai cherché à placer dans la lecture de Meninas. Tout d'abord, Velázquez, comme peintre, il est resté un peintre très hétérodoxe, en rapport avec la tradition classiciste. C'est pour ça même que cette médiation fondamentale des dessins, la centralité des dessins a été justement éliminée parce qu'il est plus proche de ce, on pourrait dire, illusionnisme baroque, dans lequel réalité et fiction se correspondent. Et il n'y a pas un naturalisme à la lettre ou à la page. Il y a une interprétation du réel tout à fait fidèle à la tradition baroque espagnole. Peut-être il y a seulement 2 tableaux, je dirais mieux un, qui a été fidèle à
à la tradition classique italienne, que c'est les grands tableaux à la sacristie de l'Escorial, sous la tunica de José et ses frères. C'est le seul tableau, il même dit ça. Ça, c'est justement fait d'accord au canon. Il reste très libre pour l'interprétation. C'est pour ça qu'il est plus vénitien que romain. Il donne ce coupe de lumière de Tintoretto, mais avec un contrôle, parce que sa tavolozza, sa palette est tout à fait autre. La capacité de virtuosisme les fait plus facile de donner justement une dimension plus remarquable à cet illusionnisme baroque. Le portrait, soit qu'il soit, il permet d'interpréter sur une base naturaliste en plus une dimension plus subjective, plus intérieure. Son portrait malinconie d'Anne Meninas, que c'est l'occasion pour se présenter justement comme peintre, avec la présence du roi, qui légitime son importance, il est devenu peintre de la cour. C'est lui seul qui peut faire le portrait du roi, seulement à ses privilèges et à ses droits pour faire ça. Mais quelle est la représentation du roi? La question, ça c'est justement, si on fait la comparaison avec la peinture française, jusqu'à Lebrun, on fait tous les grands peintres français, la représentation, l'iconographie de Louis XIV. Le livre, par exemple, sur l'iconographie de François Ier, on commence à exiger des conventions qu'il faut respecter et qui se répètent pendant les 500-600. Velázquez part, il remporte une liberté qui n'existait pas et donne à ces figures une dimension tout à fait différente. Est-ce que ça nous permet de dire, comme Foucault disait à la fin, que la représentation reste si importante? La vérité de la représentation, il faut la prendre comme telle. La culture moderne, vraiment, c'est une culture de la représentation. Je me demandais beaucoup de fois pourquoi la Renaissance a triomphé justement dans la culture moderne. Je me demandais beaucoup de fois pourquoi. Mais à la fin, on dirait ça, pas seulement pourquoi la Renaissance a triomphé dans la culture moderne, mais qui a été justement ce qui a été pratiquement éliminé, vaincu. Et c'est justement la tradition orientale, la tradition byzantine. Byzantion, c'est présence, la Renaissance, c'est représentation. C'est Alberti et Leonardo même. Quand on commence pour la première fois à établir des rapports directs entre art, peinture, surtout architecture pour Alberti, et la mathématique. Il n'y a pas de prospective sans mathématiques. De la géométrie descriptive, de la mathématique, et Leonardo encore, exigera l'application des sciences à l'observation de la nature. Le dessin de la nature doit traverser le système de l'observation de la nature. C'est le petit tableau de Giorgione, les trois philosophes à Vienne. Le nouveau peintre doit traverser le laboratoire de l'observation. Le dessin de Leonardo sur les nuages, les eaux qui coulent, il faut observer, il ne faut pas penser et dire on représente de telle ou telle manière. Mais in Velázquez, il n'existe pas ce système d'observation. On pourrait dire que c'est justement un concetto
cette élaboration mentale baroque qui ne sera pas fiction en fiction, sinon qui sera une illusion sur le réel ou contre le réel. Margherita, Marie-Thérèse, Mariana, Agustina Sarmiento, ils sont représentés dans la tenue d'une particulière mode de faire établie par les protocoles de la cour de Habsbourg. La cour espagnole n'a rien à voir avec la cour française, la cour de Louis XIV, rien à voir. L'ascétisme, qui sera représenté même dans la tavolozza, palette toujours. La palette, merci madame. La palette de Velázquez, il n'existait pas de bleu, de vert, de jaune, même quoi faire avec ces couleurs-là. Non, non, à Madrid, c'est tout à fait une autre chose. Mais même pour les princesses, absolument. On fera une seule fois un bleu avec une coupe de noir pour le bleu de Margherita, seulement parce que c'est les couleurs suggérées par Léopold. C'est seulement comme ça, ça arrive. Et voilà. C'est le bleu préféré par Léopold. J'aimerais un bleu comme ça, c'est pas mal. Mais ce bleu, ça n'existait pas dans la cour. Il faut faire d'où vient ce bleu. Peut-être on l'a acheté à Amsterdam. Les pigments de ce bleu peut-être viennent d'Amsterdam. Il n'y a pas de bleu à Madrid. Non, il faudra penser au même temps à ce bleu prodigieux de Vermeer. Vermeer avait une boîte avec le bleu. Attention, les bleus sont très difficiles à voir. C'est merveilleux livre de pastoraux bleus. J'admire beaucoup ce texte. Il y a 4 bleus dans l'histoire de la peinture. Mais ce bleu, c'est un bleu polonais. Ça arrive de... C'est très compliqué ce bleu. Mais alors, j'aimerais bien ma future épouse en bleu. C'est pas en bleu, mais on peut faire la preuve. Ça marchait bien, non? Mais Velázquez, attention, hein, ne donnez pas des facilities, ne donnez pas des... Il faut faire attention. Cette représentation. L'autre chose, c'est que Velázquez, c'est pas un académicien qui fait la défense, comme Poussin, par exemple. Poussin, il restait très fidèle à des conventions académiques. Il appartenait à San Luca. Il avait l'Académie française, toute cette discussion dans le classicisme romain, que Yves Bonnefoy, justement, a étudié. C'était confrontation entre Poussin et Bernini, ou Poussin et Caravaggio. Poussin a été très important pour le débat italien, mais pour le débat espagnol aussi. Mais il y a une tradition poussinienne. Velázquez n'appartient pas à cette tradition, mais a la possibilité de se développer comme peintre dans un contexte culturel que c'est la corte, à l'occasion, après la cour anglaise et la cour de Versailles, Paris, de Louis XIII, Louis XIV, les 3 plus importants. L'histoire de Habsbourg à Vienne, à Budapest, à Prague, c'est tout à fait notre histoire. C'est le goût germanique, c'est très complexe. Il faudrait étudier avec attention cette nuance. Mais quand même, piano accepte les conventions qui viennent des autres écoles de peinture pour le 16e.
cette distance de Velázquez en rapport avec le diktat académique, ça lui donne une liberté formidable qui a été représentée d'une manière fantastique ici. C'est, on pourrait le dire comme ça, c'est le monument à une crise. Pareja, Juan de Pareja, c'est le monument, c'est la réponse de Velázquez à cette confrontation entre les canons académiques et son propre langage. Quand toujours que je visite le Metropolitan, de l'entrée du Metropolitan, pour arriver à Juan de Pareja, il faut faire au moins 3 kilomètres. Mais je fais toujours, je fais les 3 kilomètres un peu vite, pour présenter mes hommages à Juan de Pareja. Je lui dis, Juan, bravo, ça se marche très bien, c'est très, très, très beau. Et je rentre pour faire ma visite selon l'ordre que le musée nous propose. Mais je ne me résistais pas à saluer Juan de Pareja pour dire, c'est justement le monument à une crise. Juan, c'est son servant, presque son esclave. Morisca l'accompagne. Ce qui accompagne Velázquez dans les voyages, c'est qu'on voyage quand on accompagnait déjà jusqu'à Trento à Margherita, qui deviendra épouse de Leopoldo. C'est Velázquez a accompagné justement le cortège de Margherita jusqu'à Trento, quand sont arrivés les ambassadeurs de l'empereur pour l'accompagner jusqu'à Vienne pour les noces. Mais Juan, il est resté justement au cœur de cette crise, de cette rupture académique. De l'autre côté, la relation de Velázquez avec la tradition espagnole, c'est tout à fait une chose très particulière. Il a eu le privilège d'être le peintre royal. Et les autres, c'était l'école de Sevilla. Sevilla dominée par la peinture religieuse. Il évite la tradition de Sevilla. Sevilla était une vraie fabrique de peinture. C'était le moment, ce 6e siècle, où los vicereinados, México, la Nueva España au Pérou, tous les jours arrivent à Sevilla des messages de vice-rois qui disaient « J'aurais besoin, j'aimerais bien d'avoir 5 Sainte Lucia, 12 Saint-Pierre, 18 Jean-Jean. » Alors, Sevilla se transforme dans une fabrique de peinture religieuse. Et c'est très, très particulier. C'est le Zurbarán qui contrôle la fabrique. Alors, Saint-Jean, on fera pendant ces 3 mois une trentaine de Saint-Jean. Ça va bien, ouais. Alors, on fait Saint-Jean, et alors ça arrive Zurbarán, il dit Zurbarán. Non, on a fait toujours la même chose. Mais ça donnait l'OK. On y va, ça va bien. Et commence à voir une peinture de style très singulier. Il y avait, à ce moment-là, des estampes qui disaient Santa Lucia, c'est comme ça, Saint-Jean, c'est comme ça. On les faisait à Nuremberg, on faisait la vente à Amsterdam et on distribuait à Valladolid. Et le peintre travaillait toujours à Sevilla. C'est le marché de l'art au 16e. Velázquez, rien à voir avec toute cette histoire. Il fera en Cristo, ça c'est une vierge. Une vierge et un Cristo. Pas mal. Mais n'est pas été un peintre généreux avec la peinture religieuse. Il est resté, non, il s'occupait d'autre chose. Mais il a évité Sevilla. S'il reste à Sevilla, il sera un peintre religieux. Alors, ça cherche à continuer justement un progrès comme ça. Et la troisième chose, plus théorique, je suis d'accord
avec ce que tu proposes, que vraiment Velázquez, il faut l'interpréter comme une réponse à des questions théoriques de la peinture à l'intérieur de la tradition baroque. La vérité de la représentation. Et la critique à une représentation naturaliste, en donnant toujours à la représentation une autre dimension de vérité. C'est Foucault qui dit ça. On commencera à voir une vérité de l'apparence. Une vérité de l'apparence. Ça, c'est justement une question qui confronte deux dimensions de la tradition européenne moderne. Le scepticisme moderne de Montaigne en plus, et la nécessité d'établir un critère Descartes entre certitude et vérité. La vérité, nous ne serons pas toujours en condition d'établir des représentations vraies, mais on pourrait construire des représentations certes. Et un contrôle de la... c'est le cœur de la réflexion cartésienne. Très important. Même de la dioptrique. C'est un test très important. Et si nous sommes ici au collège, quand, après la mort de Merleau-Ponty, aussi prof au collège de Merleau-Ponty, sur la table de travail de Merleau, il y avait 3 textes. Les manuscrits de l'invisible et l'invisible, le visible et l'invisible, un exemplaire de la dioptrique de Descartes, toujours la même chose, et à droite, le petit bouquin, le petit livre de Paul Claudel, Introduction à la peinture hollandaise. J'aimerais bien, si les collègues, on pourrait répéter ce petit gabinetto avec le visible et l'invisible, dioptrique de Descartes, et l'introduction à la peinture hollandaise de Claudel. Un livre merveilleux. Cervantes ne serait pas mal accompagné dans cette table. Non, il parle des mêmes choses, il parle de la même histoire. Ça serait aussi là. C'est la vraie compagnie. Je termine, je remercie d'abord Francis Corrauta, je termine par une brève question qui était dans un détail, mais qui revient ici avec ce portrait admirable. Il faut aussi dire que, comme nous l'avons vu hier, le XVIIe siècle porte l'équilibre entre un équilibre de dignité entre les différentes couches sociales. C'est, pour ainsi dire, l'époque du triomphe des servants. Ici, il y a presque, je dirais, l'emblème, le manifeste. Mais nous avons déjà rencontré Sancho Gouverneur qui défait le paradoxe du menteur, donc qui devient vraiment une autorité de grande sagesse. Il a la sagesse de Salomon et en plus une autorité philosophique. Dans les brefs chapitres où il est gouverneur, il se porte très bien en gouverneur. Nous avons juste évoqué, mais le mercredi, on va vraiment l'aborder, Sganarelle, et vous verrez de quelle qualité cet homme. Hein. Tous les Leporello dans le film de Lose, il est un homme sublime. Il est quelqu'un qui console d'une manière extrêmement ironique
la pauvre Zerlina. Hein. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a fait la médiation entre, je dirais, son patron et le contexte social autour. Enfin, c'est la longue tradition qui va s'imposer à partir du XVIIe et on arrivera à Goldoni. Hein, 2 siècles où, en effet, grâce à la peinture et au théâtre, tous ces strates sociaux qui n'avaient pas de parole, pas de représentation, pas de dignité, s'imposent sur la scène. Mais le détail auquel je faisais allusion, c'est une question qui est due à mon ignorance. J'ai vu, quand tu as représenté le théâtre, l'image du théâtre, en bas, il y a une signature, Baccio del Bianco. Or, Baccio del Bianco, voilà. C'est une question que je voulais te poser. Comme c'est lui-même l'auteur d'une série de cahiers de figures déformes, de scherzi, pour ainsi dire, de la nature, de peinture vraiment à le vivre, extrêmement vivante et piquante aussi. Je me demandais si c'était simplement quelqu'un qui avait travaillé après coup pour faire la gravure, ou bien s'il était lié à la cour. C'est l'allégorie qu'on présente ici, ça procède de la collection Houghton à Harvard. Et on représente des élaborations tardives, mais qui partent toujours des gravures de la collection royale espagnole. Même en avoir très présent que les rapports entre la tradition italienne du XVIe et elle est très présente dans la cour espagnole. Et surtout, les bossettistes sont toujours italiens qui présentent, mais ça procède d'une élaboration tardive. Tardive, c'est bien observé comme ça. Mais quelle est la procédance, justement? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais le goût même de la musique, la poésie et la peinture, qui sont les 3 grâces qu'on représente à nous, c'est justement cette allégorie qui protège, mais ce n'est pas un goût plus italien qu'espagnol. Même les Etzenigons de Calderon, rien à voir avec cette configuration. Merci beaucoup.